Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Pour le mois d'août, je ne sais pas vraiment comment va être organisé mon emploi du temps. Vous aurez des vidéos tous les dimanches, ça c'est sûr, mais je suis pas sûre de vous faire des vidéos tous les mercredis. Peut-être un mercredi sur deux, peut-être les 3 premiers mercredis. Je vais peut-être prendre une petite pause, histoire de pouvoir avancer sur mes travaux cet été, le temps qu'il fasse encore beau. Je filme aujourd'hui alors qu'il pleut à verse, parce que enfin nous avons un peu de fraîcheur en Normandie. En toute chose, je voulais simplement vous rappeler que au mois de septembre, on sera à Hypermonde, donc à Mérignac, à Bordeaux pour les 3 Nantes. Ça sera nos seules dédicaces dans cette région-ci pour l'heure. Et je vous rappelle aussi la campagne de financement participatif en cours qui se termine sur Ulule le 24 août et sur Kickstarter, il me semble 11, si je dis pas de bêtises. Ce sont des campagnes qui visent donc à financer la nouvelle parution des 3 Nords, La Gloire des Charognes, un roman de dark fantasy illustré qui comporte 4 nouvelles, qui fera un peu plus de 450 000 signes et qui est un texte assez sombre, avec des thèmes très violents, mais en même temps qui contrebalance un peu la dark fantasy habituelle en mettant en avant des personnages féminins actifs dans le récit ou en parlant de thèmes qu'on voit peu abordés dans ces récits-ci. Vous allez suivre donc 4 points de vue. Le point de vue d'un homme qui est enterré vivant au pied d'un tumulus, qui attend le jugement des hommes mais aussi des dieux. Le point de vue d'une femme qui va être mise en esclavage et qui va tout faire pour retrouver les siens. Le point de vue d'un alchimiste dont le fils est gravement malade et qui va devoir œuvrer pour essayer de trouver un remède, quitte à peut-être plonger dans la folie. Et enfin, vous allez suivre un Roylige qui va voir arriver sur ces terres un dieu déchu, qui risque de mettre en péril son pouvoir. Il faut savoir que dans la Gloire des Charognes, là où se passe le texte, on a des dieux qui ont chuté d'une certaine manière et donc il y a toute une cosmogonie assez travaillée. Vous êtes sur un récit de dark fantasy, donc vraiment avec des thèmes durs et violents, dans un monde qui rappelle un peu les peuples des steppes. Vous êtes dans la Grande Friche où vous avez le peuple des Vélènes et des Céléens qui se battent pour un même territoire et qui des deux va survivre, qui des deux va échapper aux charognards, ça je vous laisse découvrir dans l'histoire. Ce texte est écrit par Caudal, dont c'est le premier roman édité et sera illustré par Melf en grande partie et produit toujours 100% en France. Je suis désolée à Freya qui veut faire une petite sieste. Et non distribué sur Amazon, imprimé sur papier recyclé et renouvelé, et il n'y a pas d'IA utilisé. On est sur de la publication éthique de romans. Et je vous remercie encore de participer à la campagne Ulule, qui est hyper importante pour nous déjà, éviter de nous mettre en péril sur des financements très conséquents. Parce que je pense que vous vous doutez que imprimer des livres en France ne coûte pas le même prix qu'imprimer des hardbacks à l'étranger. Voilà, on a une qualité de papier, on a une qualité d'impression qui fait qu'il coûte très cher par rapport à ce qu'on peut avoir à l'étranger et donc ça a un coût forcément financier. Sur ce, on va commencer l'update lecture. J'ai 3 petites nouvelles à vous présenter. Un intégral de 2 romans et un roman, voilà, qui ont été dans la globalité là des très bonnes lectures. On va commencer par les nouvelles. Vous connaissez peut-être 1115, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. 1115, c'est une maison d'édition. Ça a été mes premiers voisins aux Imaginales quand on a fait les Imaginales au mois d'octobre dehors et qu'on se caillait les miches. Et 1115, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les nouvelles. Alors vous avez un peu 2 formats. Vous avez ces formats à 2 € qui sont des micro-nouvelles et vous avez des nouvelles un petit peu plus importantes, donc dans un format un peu plus cher. J'ai voulu tester, j'avais déjà lu chez eux une nouvelle d'Esmé Dubois que j'avais beaucoup appréciée. Et chez 1115, il y a des auteurs pas très connus, mais il y a des auteurs connus aussi. Alors je me suis pris Fée de lait et Stèle d'argent, Le Roi Enzio et ensuite Ophéa. Alors je vais vous commencer par Fée de lait et Stèle d'argent qui est peut-être le texte le plus difficile à lire. C'est assez what the fuck, c'est assez mystique. Vous êtes sur un texte donc écrit par Alice Latullière, assez poétique dans sa forme et assez... vous savez, le genre de texte où t'as jamais les réponses, voilà, claires, voilà, tout est un peu dans l'introspection de toi-même, de savoir un peu ce que tu peux en tirer. On suit un satyre qui vit dans un monde avec des créatures fantastiques, qui va être poussé dans une quête, voilà, qui va le faire voyager au travers de ce monde-ci. Et en parallèle, on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec notre réalité. En fait, je vais pas vous en dire plus, les résumés vont être courts, hein, parce que les textes font 30 pages. Celui-ci est assez intéressant par sa forme, par son écriture et par le côté un peu, vous savez, expérience. Après, c'est vraiment pas le plus accessible. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont absolument rien compris au texte. Il y a tout un truc avec la religion
et la façon dont c'est fait est assez pertinente. C'est donc aussi un côté faillerie, j'ai bien aimé dans le sens que c'est une faillerie cruelle qui est mise en avant, donc faillerie plutôt traditionnelle, et ça a été une bonne découverte. Alors après, oui, c'est très en mode, attends, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est très poétique, métaphorique un peu dans ce courant-ci, et pour ma part, moi ça a fonctionné sur moi, j'ai vu un petit peu ce que voulait dire l'autrice. Voilà, sur les métaphores et les mises en abîme qu'elle a voulu mettre dans le texte, mais moi j'ai été conquise plutôt par l'univers et puis l'écriture, l'ambiance. Faut savoir que moi j'aime bien les livres à expérience, alors après quand c'est trop expérience et qu'on n'y comprend rien, voilà, mais là je trouvais que c'était... voilà, c'était une petite expérience de lecture. Je pense que c'est celui que j'ai moins préféré des trois, mais ça a été quand même une bonne lecture. J'ai lu ensuite Le Roi Enzio de Louise Rouillier. Alors, Le Roi Enzio, c'est un texte, j'avais demandé à l'éditeur de me proposer que de la fantasy, parce qu'ils font pas mal de science-fiction. Et là, on va suivre encore une histoire de faille d'une certaine manière. On est à Bologne, alors c'est au XIIIe siècle, on a le roi Enzio qui a été capturé. Donc il y a tout un côté historique italien qui est très, très chouette dans le texte et plutôt documenté, vu la taille du texte. On est donc sur la capture de cet homme qui va être un peu vu comme une sorte de trophée baladé en ville, mais il est prisonnier, voilà, de sa ville. Et ça a été prédit, c'est-à-dire que quand il était petit, il y a une femme qui a annoncé qu'il serait prisonnier, machin. Mais le père de l'enfant a un peu contourné la chose en lui demandant à cette dame qui est une fée, il y a tout un truc avec Morgane et la légende, on va dire, un peu plus arthurienne, de lui octroyer 3 sorts pour s'échapper un peu de cette tragédie-ci. Mais ça va vraiment pas se passer comme il le pense. Faut savoir que la plupart des textes là sont un peu, pas des tragédies, mais c'est des fins qui sont quand même amères. Alors, outre le fait historique qui était très chouette, là on est sur un personnage principal pas forcément agréable, mais qui essaye de se dépatouiller et qui va tomber sur un modèle de... Moi je vois vraiment le modèle de Faye, parce que bon là il y a toutes des références à la légende arthurienne, donc forcément ça a fonctionné chez moi, mais qui va se retrouver face à un personnage plus fort que lui, et là on est plus sur le destin et le fait d'échapper ou non à notre destin. Et aussi les conséquences du pouvoir et la politique. Donc voilà, ça reste des textes qui font... celui-ci fait 31 pages, donc c'est sûr que le world building il va pas être développé. Par contre, je trouve qu'en 31 pages, c'est des textes qui se tiennent bien, qui a vraiment un début, un développement de narration et une fin et des chutes qui sont plutôt bonnes. Alors là, moins convaincu par la plume qui est assez basique, par contre assez convaincu par le monde qui est exposé. Et tu vois, c'est un peu frustrant, mais ça aurait été un très bon roman. Pour le coup, ça aurait été très cool en roman. Et enfin, Ophéa, que j'ai beaucoup aimé, donc de Adrienne Thomas. Alors, Ophéa, c'est un texte qui est clairement dans tout cet héritage, on va dire, des histoires médiévalistes, donc avec une histoire de dragon qu'il va falloir chasser. Ophéa, son mari est mort, mari qu'elle aimait, et elle veut pas se remarier. Sauf que t'as tous les mecs du royaume qui disent « Attends, il n'y a pas d'héritier », il va falloir te remarier et quelqu'un va prendre la place du roi, tu vois, elle va être vraiment juste la valeur marchande pour que quelqu'un prenne la place du roi. C'est un peu c'est un peu la Pénélope, vous savez, de cette histoire. Et elle se dit, bon, la seule chose qui me ferait que je me remarierais, c'est de me marier avec l'homme qui pourra tuer la bête qui a tué mon mari. Voilà, donc vraiment, voilà, sauf que le dragon, il est très puissant. Et donc on part sur donc sur cette femme et sur plusieurs chevaliers qui vont partir à la chasse au dragon. Je vous en dis pas plus, la fin est hyper sympa. Voilà, ça reprend un trope mais en l'esquissant et ça te met sur des pistes en plus et ça joue pas mal avec toi. Le texte est vraiment donc emprunt un peu de cette... Vraiment, moi j'ai revu une relecture de l'Odyssée là-dedans et avec un côté plus médiéval et en même temps avec une figure du dragon qui est super chouette, où on va questionner tout ce qui est rapport à la chevalerie, la bravoure, la ruse et ce genre de choses. Ça c'est intéressant. Et aussi le sexisme un peu dans ces textes-là et dans ces jeux de pouvoir. Et vraiment, celui-ci c'est celui que j'ai le plus préféré parce que la chute est très chouette. Et la façon dont le texte est écrit, c'est assez sympa à suivre. Et Adrienne Thomas, voilà, moi c'est un auteur que j'avais déjà découvert. Voilà, on retrouve un peu le sel qui faisait ses récits, de prendre des choses assez traditionnelles et d'avoir un twist ou avoir des éléments perturbateurs qui font que le texte sort un peu de ce que tu as l'habitude de lire.
Donc vraiment, on sent qu'un, si vous aimez les nouvelles, que voilà, franchement 2 €, alors certes c'est 30 pages, mais ça reste, c'est 30 pages, c'est agrafé, ce genre de choses, c'est pas des beaux ouvrages, par contre c'est des ouvrages que je trouve au niveau littéraire plutôt intéressants à lire. Là tout ce que j'ai lu d'eux, j'ai trouvé que en termes de nouvelles c'était hyper sympa. Ensuite, je vais vous présenter un texte, alors ce texte, il y a toute une histoire parce que j'aurais dû le recevoir en service presse et j'ai eu reconfirmation de l'auteur que j'étais sur la liste. Je n'ai jamais reçu ce texte, donc je l'ai acheté parce que c'est quelque chose que je voulais absolument lire. J'ai lu donc Les Héritiers du Ragnarok de Jean-Laurent Del Socorro. Alors, ça fait partie un peu de cette trilogie qui va écrire sur les mythes européens. Vous aviez eu Morgane Pendragon, donc, que je vous avais présenté il y a quelques années, donc sur une réécriture féministe de la légende arthurienne. Là, on est sur une réécriture donc, de la mythologie nordique, mais d'un point de vue que je n'ai jamais découvert. Et c'est vraiment le sel du texte, c'est que c'est une vision des mythologies nordiques qui est un peu un contrebalancement. La plupart du temps, dans les textes, on va dire, de fantasy nordique que j'aime, c'est très bourrin, c'est très viril, c'est très violent. Faut dire ce qui est, ça fait partie des mythologies les plus glauques et violentes qui existent. Il y a des sacrés trucs bizarre dans la mythologie nordique. Et là, Jean-Laurent va prendre un contre-pied en parlant de l'amour dans le texte. Le thème important de l'amour est omniprésent. Et c'est un thème qui m'a d'autant plus touchée vu ce qu'on peut lire autour du livre. Et j'ai trouvé que c'était très réussi parce que déjà, ça a pris un contre-pied vis-à-vis du thème général. Le thème bien abordé. Alors, c'est un texte qui est assez court, qui est assez précipité. Donc, moi, j'aurais aimé plus de descriptions, plus de développement et ce genre de choses. Mais le thème, c'est pas vraiment parler de la mythologie nordique ici, c'est parler le destin de plusieurs amants. Vous suivez on va dire 2 grandes histoires. L'histoire de 2 femmes, une est une combattante, donc c'est des humaines. Une est une combattante et une est une femme donc une skald. Et il va y avoir des guerres, des combats. On va avoir aussi tout un côté historique qui est assez chouette dans le texte, où une d'entre elles va mourir et où cette skald va vouloir rejoindre son amante pour lui faire ses adieux. Voilà, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de le faire. Et en parallèle, on suit Thor. Thor qui ici qui est ici très différent. On va en parler, c'est que la réinterprétation des mythes est très pertinente parce que les personnages sont loin des clichés de ce qu'a pu nous vendre Marvel et autres textes. On a Thor qui a eu la vision qu'il allait mourir. Et Thor, il est marié à une géante, Rhyansaxa, qui est une géante qui œuvre au pied de l'arbre Yggdrasil pour enterrer le corps des défunts. Et elle est follement amoureuse de son mari. Et elle va essayer de tout faire pour briser cette prévision. Et donc, les 2 destins vont se croiser dans un monde où le Ragnarok est en train d'arriver. Alors, il y a déjà eu le Ragnarok au sens propre que Loki a déjà été enfermé le meurtre d'un de ses proches et on a déjà eu cet événement-ci où il y a déjà des dieux qui sont morts. Là, c'est une sorte de second Ragnarok. Et c'est un texte qui m'a énormément touchée parce que la thématique, je l'avais pas vu venir. Déjà, le thème de l'amour est assez bien fait dans le texte, assez touchant. Il y a vraiment des scènes où ça te prend au cœur, il y a des scènes où t'as envie de pleurer parce que c'est beau. Et ça parle aussi de la fatalité et de dire au revoir et du deuil. Et ça, c'est quelque chose, je pense que si vous êtes déjà passé par les processus de deuil, ça va vous parler. Et d'autant plus si vous passez par des processus de deuil, d'être aimé, ça va vous parler encore plus. Donc, briser le cœur à plusieurs reprises. Il y a, on le voit comme dans tous les textes de Jean-Laurent, une recherche historique quand même assez approfondie sur les mythologies nordiques, c'est-à-dire qu'on va pas aller sur les clichés que vous avez l'habitude de voir. Petit plus, on va voir les Nornes, donc ça m'a fait plaisir, et le dieu Mimir, et donc voilà, on a vraiment des renseignements, il y a même l'écureuil d'Yggdrasil, que pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, mais il y a vraiment, il y a Heimdall et tout, on voit des dieux qu'on connaît, mais c'est pas les questions les plus mises en avant dans la mythologie. Bien réinterprété. Le seul truc qui m'a fait tiquer, moi personnellement, c'est la représentation de Thor, qui est une représentation beaucoup plus Marvel, physiquement parlant, je parle. Thor, dans les légendes, est plutôt roux que blond. Donc ça, c'est juste que ça m'a fait tiquer. Mais le reste, en fait, ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est que les dieux, quand vous pensez à mythologie nordique, du fait de la pop culture, vous allez avoir pas mal de visions préconçues de ces dieux-ci. Quand vous lisez les Eddas, les légendes, vous avez beaucoup plus de nuances, parce que déjà, c'est des gens différents, c'est de la parole qui est retransmise et tout. Et notamment Thor. Alors, Thor est toujours été ce symbole de bravoure, ce symbole un petit peu, vous savez,
de caractère tempétueux, ça c'est toujours, mais ici on est sur un Thor beaucoup plus calme, à l'aube de la mort d'une certaine manière, qui aime son épouse, et on va parler de ce Thor un peu plus dans l'action de l'amour, dans l'action du regret, et c'est le Thor un peu qui est après ce qui s'est passé avec Loki. Et donc on est sur un Thor beaucoup plus attachant déjà, et la figure de sa femme dans le texte, je l'ai trouvée hyper intéressante parce qu'elle a un rôle assez ingrat, c'est pas c'est une géante, hein. Donc je vais pas vous faire un cours sur la mythologie nordique, mais les géants sont pas forcément toujours très bien vus dans la mythologie nordique. Il n'y a pas de bien et de mal comme dans la religion chrétienne, mais les dieux, on va dire, les dieux qui règnent auprès d'Odin sont quand même vus comme des personnages plutôt positifs, et les géants en général sont vus comme des personnages plutôt négatifs ou qui font des actes un peu plus barbares, tu vois. Et donc on a ce personnage, ce bout de femme qui va faire tout pour sauver son époux, et qui est hyper attachant déjà. On en apprend pas mal sur un point de vue de la mythologie qu'on connaît un peu moins. Et le cadre, alors vraiment les paysages enneigés où elle enterre les corps au pied d'Yggdrasil, il y a vraiment des visuels, les grandes halles où les Valkyries se retrouvent, vraiment au niveau visuel, c'est super chouette. Donc voilà, ce côté réussi. Il y a aussi de la représentation, hein. Comme je vous dis, c'est deux femmes qui s'aiment avec les humaines, et ce parcours de retourner vers, on va dire, les grandes portes, les grandes halles du Valhalla. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que vraiment, même les dieux qui sont représentés, on va parler d'Heimdall, mais on va parler de Freya, donc qui est sur mes genoux actuellement. Mais la déesse Freya, c'est la déesse de la beauté, hein, pour la représentation, mais c'est aussi la déesse, en clair, des conflits, de la guerre aussi. Elle a aussi ce côté guerroyant qu'on met beaucoup moins en avant dans la mythologie, parce que on calque beaucoup les mythologies indo-européennes ensemble. Il y a un côté sexiste où on va retirer au fur et à mesure avec le christianisme tous les rôles un peu guerriers des femmes au profit des rôles un peu plus de la maison, de la beauté, ce genre de choses. Mais aussi parce que dans les légendes gréco-romaines, par exemple, on a des personnages où la déesse de la beauté, elle est représentée de cette manière, donc on va faire un peu un copier-coller de Freya de la même manière, sauf que c'est pas le cas. Et donc déjà, contente de voir Freya dans le texte, avec ce côté aussi plus nuancé. Pareil, Freya, il y a des orthographes qui sont choisis, qui sont plus des orthographes que nous, on a l'habitude de lire. Normalement, il y a un J après le Y, mais c'est des petits... Mais vous savez, je suis chiante en mythologie nordique, mais il en reste que sinon, c'est un texte que j'ai adoré. C'est vraiment un texte que j'ai aimé pour ça. L'histoire, on va voir Loki aussi. Vraiment, je vous dis, tous les portraits de dieux m'ont surpris par leur traitement, et surtout par le côté fatalité, annonce du deuil, regret et acceptation de ses erreurs. Et on n'est pas sur des dieux féroces et tout, on est sur des dieux beaucoup plus humanisés de cette manière-là. Il y a aussi de l'épique, il y a des combats, voilà, il y a cette fin qui approche, donc forcément c'est un texte qui bouge assez, où t'es vraiment emporté, avec une fin déchirante. Il y a aussi pas mal de références au chant, parce qu'il faut savoir que ce qu'on a comme trace des pays nordiques souvent, c'est par la langue du chant. Et donc on a tout ce côté avec le skald, avec vraiment... je pourrais vous parler du livre pendant très longtemps, parce qu'en plus c'est un sujet qui me passionne, mais je trouve que c'est une très bonne réinterprétation de la mythologie nordique, parce que c'est surprenant, c'est plutôt fouillé, sans être un truc trop historique et trop barbant. Voilà, c'est très différent de ce que vous pouvez avoir avec John Gwynne, où John Gwynne va vraiment aller sur des choses beaucoup plus épiques, beaucoup plus dans ce qu'on attend de la mythologie nordique, même si lui c'est de la réinterprétation aussi. Là on est sur un axe beaucoup plus poétique, beaucoup plus romantique et beaucoup plus tragique aussi d'une certaine manière. Des réinterprétations de dieux, des lieux emblématiques pour les gens qui aiment la mythologie nordique. Vous allez revoyager, redécouvrir, vous dire « Ah d'accord, je vois les références ». Et un thème qui brise le cœur, un thème qui est très bien maîtrisé. Et c'est un texte qui est très différent de ce que Jean Laurent a fait pour le coup, parce que c'est pas un thème qu'on voit habituellement, c'est un texte qui a de l'action, mais c'est pas forcément ce qui est le plus important. Là les sentiments sont plutôt mis en avant, voilà, c'est une vraie ode à l'amour, avec une écriture simple et fluide, ça se lit très bien, et qui saura, je pense, ravir autant les gens qui aiment la mythologie nordique parce qu'ils vont être pris à revers, autant des gens qui ne connaissent pas et qui vont pouvoir découvrir cette mythologie d'une façon assez simple et assez poétique. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille pour ça, tout en sachant que c'est assez différent de ce qu'il a fait habituellement, et que c'est un texte assez à part entière.
Alors ensuite, je vais vous présenter un texte que j'ai adoré, c'est Chien du Haut mais mordre le bouclier de Justine Niogré, donc dans cette édition Memnos qui était une édition limitée. Alors ce texte, ça fait des années que je voulais le lire, parce que Justine Niogré notamment, on m'avait toujours dit que ce texte c'était un texte un peu avant-gardiste sur le féminisme, des personnages féminins hyper intéressants en imaginaire. Et je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que le texte il est très perturbant parce que déjà les persos féminins sont très badass, très loin des clichés. Ça a dû sortir dans les années 2000, je pense, mais un peu loin de ce qu'on avait l'habitude de lire à l'époque. Dans une plume, alors que j'ai absolument adoré, alors qui est très particulière, c'est pour ça que je vous le dis, ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui emprunte un peu au franc-parler, un peu médiévaliste, avec du patois, avec des façons de parler. Il y a un vrai style qui fonctionne super bien, vraiment j'ai adoré au niveau du style, et une histoire qui est simple, mais qui fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est une histoire qui prend son temps. C'est pas épique où il y a du sang à toutes les pages. C'est entre le sentiment, c'est entre le travail psychologique et l'action. On suit Chien, qui est une femme qui ne connaît pas son nom. Chien, elle a suivi son père quand elle était enfant. Son père l'a quasiment enlevé d'une certaine manière, et il parcourt les routes, et on apprend très vite que Chien a tué son père. Jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'un homme qui est une sorte de noble qui a connu peut-être son père, du moins. Grâce à une arme, elle va essayer de remonter la piste de ses origines pour connaître son nom. Et donc voilà, il y a toute cette quête du nom, voilà, de quête d'identité qui va l'amener à traverser les pays, à se retrouver lié à des conflits politiques. Et dans le tome 2, on continue aussi avec cette quête du nom, avec d'autres personnages. Alors, j'ai plus aimé le tome 1 que le tome 2 parce que Chien n'est... Il y a d'autres personnages, mais j'ai trouvé que le tome 2, il y avait quelques longueurs, surtout au début. Alors, autant la deuxième partie m'a beaucoup plu, m'a beaucoup plus plu. La première partie, je trouvais que voilà, ça s'étire en longueur. C'est un bon équilibre parce qu'il y a vraiment des très bonnes scènes d'action. C'est assez sanglant. On parle du meurtre d'enfants et tout. Il y a vraiment... Alors, il y a des lignes où on se doute. C'est-à-dire que le début commence d'une manière... Vous savez, on a un peu la fin qui est dite dès le début. Donc en fait, au fur et à mesure du récit, tu vois un peu où ça va. Et par exemple, la scène finale du tome 1, elle est un peu crade. Et j'ai beaucoup aimé ce que ça raconte. Et la violence aussi qui est exercée par les femmes. C'est-à-dire que là, les femmes, elles sont omniprésentes dans le texte et elles sont autant positives que négatives et du genre, c'est des badass girls. Donc là, il n'y a pas de problème. Et tout en étant des personnages plutôt bien construits au niveau de la psychologie parce qu'on est dans la tête de Chien, qui est une femme combattante, hein, très froide, qui va voir sa carapace un peu se craqueler au fur et à mesure de rencontres. Elle vit aussi dans le château avec plusieurs personnages. Voilà, donc c'est entre la contemplation, l'introspection, la bataille, la quête, et un tome 2 où on a donc plusieurs personnages, hein, et on va découvrir leur passé. Un personnage, il y a un autre qui va accompagner en fait notre chien dans sa quête, et pareil, on va découvrir le destin tragique de cette femme. Plus sur la survie parce que c'est un peu plus belliqueux, guerroyant, et puis autant on parlait des liens d'amitié et ce genre de choses dans le tome 1, là on a les liens de camaraderie, le lien amoureux aussi qui est un petit peu plus travaillé, et franchement c'est un texte que je pourrais même pas en parler parce que c'est une expérience à vivre quand même, mais la plume est extraordinaire. Ce que ça raconte, c'est assez différent de ce que j'ai pu lire. C'est simple, mais ça marche. Et il y a une poésie dans en fait, c'est sensible, bizarrement, alors que c'est crade d'une certaine manière. L'univers fonctionne très bien parce qu'il y a un côté médiévaliste qui est quand même assez approfondi. Je sais pas si l'autrice, elle est passionnée d'histoire, donc de reconstitution, de forge et d'armes. Beaucoup de références, oui, à tout ce qui est forge, parce qu'il y a toute une quête avec l'arme. Mais voilà, c'est très crédible là-dessus. Et en même temps, il n'y a pas 36 événements qui se passent. Voilà. En même temps, c'est chill. On découvre... vraiment, c'est atypique. Vraiment, c'est atypique. Et je comprends pourquoi on m'en a parlé en bien. Et je vous le recommande si c'est des textes... voilà, vous n'avez pas envie que des trucs belliqueux. Vous avez envie des trucs... Vous avez envie de découvrir un univers que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de lire. Une plume que vous n'avez sûrement pas l'habitude de lire. Et une quête qui va vous briser le cœur et vous mettre en colère. Vous faire « Ah, c'est un peu dégueu » et en même temps être réjoui du sort un peu sanglant de certains personnages. Et ça parle, en fait, il y a plein de thèmes, mais ça parle aussi de la violence parce que Chien
a un père qui a été, comment dire, je dirais pas que c'est un berserker, mais qui plonge dans la violence et tout, et qui a peur de reproduire le schéma paternel aussi d'une certaine manière, donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Et voilà, je veux juste faire un point sur la relation amoureuse parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le tome 2 aussi. La façon dont c'est abordé avec le caractère de chien et ce genre de personnage, je la trouve très crédible. Sur les liens humains, sur les relations d'amitié, même Béhir, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'autre femme, son destin, il est... Voilà, sa vie, elle est horrible aussi, donc on parle aussi du destin des femmes, et en même temps, on plonge pas dans les clichés non plus du destin des femmes, tu vois, à l'époque médiévale, mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans beaucoup de textes médiévalistes ou d'empreintes médiévalistes féministes, on a souvent des personnages féminins qui sont soit des personnages soumis, obéissants, qui ne prêtent attention qu'à leurs sentiments, soit des guerrières badass. Avoir des guerrières badass avec une psychologie travaillée et qui peuvent fendre aussi l'armure sans tomber dans le cliché neuneux de je tombe amoureuse dans ce qu'on... Je veux pas être méchante dans mes propos, mais ce qu'on peut avoir parfois dans certains textes, moi je pense par exemple à Cotard avec Fer, qui est une guerrière du genre elle tue des gens, elle tue des animaux dans la forêt, elle est hyper hargneuse et tout, et qui va te faire midinette après avec le premier venu. Là c'est différent, là on est sur un truc beaucoup plus crédible sur la psychologie. Et ça m'a conquis. Et je pense que je vais lire d'autres trucs de cette autrice si elle en a écrit d'autres. Mais La Plume, waouh! C'est pas souvent que ça arrive. Pour moi, ça fait partie des plumes un peu des plumes comme Vincent Tassi. C'est on aime ou on n'aime pas, mais il y a un véritable travail sur la plume qui est extraordinaire. Donc voilà, moi ça a été le Chien du Home, ça a été un coup de cœur. Mordre le bouclier, j'ai un petit peu moins aimé parce qu'il y avait des longueurs et que je trouvais qu'il y avait des redites, mais c'est un texte que je vous recommande absolument de découvrir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces textes, si notamment vous avez lu Chien du Home ou le Ragnarok, je serais contente de savoir un petit peu votre avis, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.